Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. Dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, Congo Web Télévision a le réel plaisir de recevoir Augustin Mukamba, qui est analyste politique. Il nous vient de très très loin, donc il nous vient de la Suisse. Et avec lui, nous allons décortiquer un peu les temps forts de l'actualité de cette semaine. Comment un Congolais vivant en Suisse réfléchit-il ou analyse-t-il l'actualité de son propre pays? Merci et bonne année. Merci beaucoup, Madame Kimontou. Merci. De m'inviter déjà sur votre plateau. Merci d'être avec nous. Nous allons commencer par le social, mais je veux quand même commencer par une petite problématique. Je sais que vous êtes venu spécialement ici au pays. C'est pour un projet, c'est par rapport au conflit foncier en République démocratique du Congo. Vous m'avez écrit une box que beaucoup de Congolais qui viennent de l'étranger sont perdus par rapport à l'achat ou par rapport à la terre ici en République démocratique du Congo. Alors, comment évolue ce dossier ici déjà à Kinshasa? Comment ça se passe? Effectivement, merci. Les conflits fonciers restent non seulement un problème pour les Congolais vivant à l'étranger et rattachés à leur pays, mais nous avons découvert, même ici à l'intérieur, c'est un problème sérieux. Et j'ai la joie par Congo Web d'annoncer à tous ceux-là qui nous suivent que finalement le dossier a été déposé à la présidence. Je vous en prie. Nous avons l'accusé de réception, donc plus que la bénédiction du chef de l'État, l'homme du peuple d'abord et l'homme de l'État des droits. Donc une fois les chefs observent, analysent les dossiers, qu'ils donnent les recommandations et les annotations, donc cette commission que nous proposons être nommée, la Commission nationale pour la gestion et la prévention des conflits fonciers, trouvera jour, et tous ceux-là qui nous appellent, prenez votre mal en patience. Comme la régie des eaux nous demande. On va y aller tout à l'heure. On va y aller, mais nous attendons plus qu'une fois le président de la République nous donne le feu vert, Kisalu Yota Banda. Donc Kisalu Banda comme lui-même il l'a dit. Vous attendez aussi le nouveau gouvernement, parce que je crois que vous allez travailler en collaboration avec le ministère et en tutelle la terre, les affaires foncières. C'est comme le ministère de M. Sakombi, mais peut-être que vous attendez aussi, il faut attendre le nouveau gouvernement. Cela dépendra de recommandations, des annotations du chef de l'État. Mais notre souhait aurait été que ce service soit rattaché et soit sous la coordination du chef de l'État, de la même sorte qu'il coordonne l'IGF. La lutte contre la corruption, la lutte contre la violence faite à la femme. Vous voulez que ça soit vraiment rattaché à la présidence? Vraiment rattaché à lui-même, comme ça, parce qu'il y a des zones d'ombre. Nous avons découvert ici, comme je l'ai dit, 80% des affaires pendantes dans les cours et tribunaux ici à la République démocratique du Congo sont les conflits fonciers. Alors que nous avons des juges ici, des experts, nous avons des magistrats, des qualités, nous avons la loi bien qu'elle soit obsolète, nous avons le législateur, mais comment on peut se retrouver avec 80% des dossiers en suspens? Reliés toujours aux affaires foncières. Voilà, il y a l'anguille sous roche. D'où l'intervention personnelle et la prise en main personnelle du chef de l'État de ces dossiers pour qu'on puisse avancer. Voilà, nous allons commencer par les sociales, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, l'école commence ce lundi, reprend ce lundi selon le communiqué officiel de l'EPST, et cela va se terminer jusqu'au mois de septembre. Donc nos bleus blancs reprennent demain le chemin de l'école. Est-ce que tout a été tout est en ordre aujourd'hui par rapport au Covid-19? Est-ce que les écoles ont pris toutes les dispositions possibles pour éviter la propagation dans le milieu scolaire? Nous allons parler tout à l'heure. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau, la régie des eaux. Ici en RDC, l'eau est liée à la régie des eaux. L'eau domestique est liée à la régie des eaux. Et depuis un certain temps, vous le savez, ça ne va pas avec l'eau. Les bidons jaunes sont partout à travers la ville de Kinshasa. On voit des mamans, des papas, des véhicules, même les propres véhicules de la régie des eaux avec des bidons d'eau, chercher de l'eau. Donc ça devient vraiment une calamité. Et même chez Clovis Odinga à Livoulou, ça fait des mois et des mois qu'il n'y a pas d'eau. Chez moi, Massina, n'en parlons même pas. Donc ça coule. C'est invivable. Alors, nous allons essayer avec Augustin Mukamba de parler un peu de ça ou de trouver peut-être des pistes de solution. La régie des eaux nous demande d'être patient, mais il n'y a pas de mesures palliatives. Premier dossier, mesdames et messieurs. Chers parents, chers élèves, chers enseignants, chers partenaires éducatifs, conformément à la décision du président de la République, chef de l'État,
comme rendu public à travers le communiqué du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 du 12 février 2021 relatif à la reprise des activités scolaires et universitaires, je viens porter à votre connaissance que la reprise de cours pour tous les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, tant public que privé agréé, aura lieu ce lundi 22 février 2021 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, je demande aux parents et à tous les responsables, tant nationaux, provinciaux que locaux, du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'effectivité de la reprise à tous les niveaux, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 et des programmes d'enseignement tels qu'entamés à la rentrée scolaire 2020-2021. Le calendrier scolaire 2020-2021 réaménagé vous sera transmis incessamment par les canaux habituels. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Dans un communiqué rendu public, la Régie des eaux indique que la pénurie d'eau potable observée ces derniers jours dans la capitale s'explique par un problème lié à l'usine de Ndjili. Il s'agit des 4 pompes qui posent problème à son lieu de captage. Selon Émile Lossambé, directeur de communication de la société publique de desserte en eau potable, 2 grandes usines censées assurer l'amélioration de l'eau potable à Kinshasa sont en pleine construction. Elles seront mises en service le 31 décembre de l'année en cours. Cependant, la Régie des eaux invite les Quinois d'acheter l'eau potable du camion citerne au numéro 4020. Occasion pour cette société de demander également à l'État congolais le paiement de sa dette de plus de 300 milliards de francs congolais. Pour que nous puissions continuer à avoir de l'eau, nous distribuons le peu d'eau pour tous. On a 550 000 mètres cubes sur une demande de 1 million. C'est pourquoi nous voulons sécuriser la production de l'usine de Ndjili, qui est la plus grande, qui donne plus de 60% d'eau dans le réseau de Kinshasa, a déclaré Émile Lossambé. A noter que l'amélioration de la desserte en eau potable reste l'une des priorités du président Tshisekedi. Monsieur Bonkamba, l'école reprend ce lundi après quelques mois d'arrêt dû à la Covid-19 et selon le nouveau calendrier, ça prendra fin vers le mois de septembre. Donc vraiment tout a été réaménagé. Mais les parents se posent la question, comment rattraper ce retard? Il y a d'autres écoles qui ont eu des enseignements en ligne, d'autres pas. Est-ce que vous ne pensez pas que notre enseignement, une fois de plus, reçoit un coup sévère par rapport à la Covid-19? Non seulement un coup sévère, moi je pense que cette pandémie est venue bouleverser les choses. Ça pourrait être une occasion pour ce que nous avons toujours plaidé, les états généraux d'enseignement. Il faut revoir les programmes d'enseignement dans notre pays. Vous regardez les programmes d'enseignement aujourd'hui dans notre pays, c'est un programme qui date des années 60, 70, jusqu'à ces jours, c'est le même programme qui est utilisé. Il nous faut revoir à fond les programmes d'enseignement, réadapter ça aux réalités actuelles pour que les produits de l'école, les produits de l'université, les produits des instituts supérieurs répondent aux besoins du marché. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'intellectuels quand ça ne répond pas aux besoins du marché. Et quant à Covid-19, oui, la pandémie est là, on nous parle, moi je salue la rentrée, mais la santé n'a pas de prix. Je suppose et j'espère, c'est mon souhait, c'est ma recommandation, que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour ne pas participer encore au développement de cette pandémie. C'est-à-dire il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire il faut respecter la distanciation, c'est-à-dire il faut, si vous voulez, diminuer même par salle le nombre des élèves. S'il y en avait 20 selon la grandeur de la salle, en respectant la distanciation, il faut diviser par 2. Et en même temps, il faut voir est-ce que ça vaut la peine de donner tous les cours, vu le nombre des élèves que nous avons, vu les espaces que nous avons. Ne serait-il pas nécessaire d'aller sur les essentiels chez les élèves pour permettre à ce qu'il y ait alternative
qu'il y ait un groupe qui prenne les cours, par exemple, de 7h à 10h, et notre groupe de 10h30 à midi, ainsi de suite, pour donner la chance à tout le monde. Et surtout éviter les grandes concentrations. Justement, c'est pour éviter que la pandémie puisse encore se développer, et au niveau des enfants, et au niveau des familles. Okay. Donc, il y a vraiment un travail, en même temps que cette pandémie sonne. Nous ne devons pas toujours subir, mais nous devons pousser la réflexion plus loin pour voir, parce que c'est un virage que nous sommes en train de vivre, en fait. Nous devons vivre avec la Covid, hein, donc... C'est un virage, il ne faut pas les rater. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a la pandémie, on croise... Tout s'arrête. Non, il faut accélérer, réfléchir, comment faire face, comment vivre avec, comment avancer avec. Comment va la régie des eaux maintenant. Vous voyez vous-même, vous vous promenez à Kinshasa, vous voyez comment les mamans dans certaines communes de Kinshasa cherchent de l'eau partout. Et la régie des eaux nous dit, selon le communiqué que nous avons suivi, il y a une panne à la rivière Njili qui dessert 60% de la population à Kinshasa. Mais les gens disent, et les mesures palliatives, c'est vrai qu'ils ont dit, ils ont donné un numéro où les gens peuvent aller acheter de l'eau dans les citernes, mais tout le monde n'a pas les moyens d'arriver là-bas et tout ça, donc ça devient pas... Ne peut-on pas, Augustin Mukamba, simplement privatiser la régie des eaux? Et voilà, c'est peut-être une piste de solution. On ne comprend plus très bien ce qui se passe. Madame, l'eau, c'est la vie. C'est la vie. Il y a un grand de chez nous, paix à son âme, je cite Madilou Système, qui avait dit, si vous ne buvez pas, vous allez vous en servir pour vous laver. Pour vous laver. Et plus loin, il n'y a rien de ce que nous faisons sans eau. Et nous avons la chance, en République démocratique du Congo, d'avoir le fleuve, d'avoir les rivières, d'avoir les sources d'eau. Les lacs et tout. Et non salé en plus, hein, je précise, hein, c'est non salé. Hein. Voilà. Le fleuve est non salé, les rivières sont vraiment de l'eau douce. Exactement. De l'eau douce. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas à la régie des eaux? Alors que, j'ai vu, je vous dirais quelque chose que j'ai trouvé à Massina, une vieille maman que je suis allé visiter. Au moment où j'ai frappé à sa maison, elle ne voulait pas sortir. Jusqu'à ce que je me présente, elle me dit, papa, excuse-moi, je croyais que c'était les agents de la régie des eaux. Je ne paye pas tant que je n'ai pas une bonne eau. D'ailleurs, je ne l'ai pas à la maison. Et encore plus loin, non seulement qu'il n'y a pas cette eau-là, quand elle sort, nous regardons, nous vivons. Nous, on nous a appris l'eau est incolore. Inodore, insipide, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va enseigner aujourd'hui aux enfants. Comment pouvons-nous comprendre aujourd'hui dans notre régie nationale qu'il y ait l'eau qui sort avec l'odeur, avec la couleur, et par-dessus tout, nous disons les problèmes de la santé de la population. Mais si les maladies dues à l'eau, nous aurons des maladies de la peau, des maladies hydriques, tout ça. Donc, exactement. Donc la proposition, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais comme nous sommes partisans de la synergie, la proposition que nous pouvons faire, nous savons qu'il y a un problème de matériel, des tuyaux qui datent. Même des, comment on appelle ça, des produits à mettre les produits à mettre dans l'eau, les machines qui font tirer l'eau, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous vivons la mondialisation, la globalisation. On peut ouvrir les capitales. Si on ouvrait les capitales de la régie des eaux, non seulement aux expatriés ou aux étrangers, on peut ouvrir les capitales même aux autochtones, même aux travailleurs, qu'ils deviennent actionnaires, même à 50%, afin de donner un coup de pouce à l'entreprise, de pouvoir répondre aux besoins de la population. Vous savez, ça fait mal de payer quand on a le sentiment de payer pour rien. Mais quand on sait le pourquoi est-ce qu'on paye, de la même manière nous payons nos titres de transport, on sait que j'ai payé pour m'avoir déplacé, c'est sans regret. Mais l'énergie solaire aujourd'hui est devenue, parce que vraiment la route c'est court pour la SNEL, parce que chez moi, à Massine, on a le courant un jour sur deux, même... délestage. Délestage, vraiment officiellement, c'est un jour sur deux, même si ça peut même faire 2 jours sur donc c'est compliqué, les panneaux solaires nous aident. Et aujourd'hui, c'est le forage en République démocratique du Congo. Ouais. Partout aujourd'hui, tout le monde est en train de déforer, et
peut-être le critérium aussi pour forer, on ne sait pas, on va forer où, on fore comment, et quel est cette... On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec le forage. Ça devait être dans la politique de la Régie des eaux, et surtout du ministère des ressources naturelles. Vous savez, il y a une manière de voir les choses, on peut avoir de bonnes idées, mais si on les place mal, ça tourne. Forer, c'est bien, mais partout on est en train de forer. On sait quel est le plan cadastral. Exactement, les conséquences et tout ça, on ne sait pas trop. À la longue, ça peut créer problème. Et pour éviter cela, ça peut être le plan de secours, mais il faut que notre régie des eaux revienne dans ses responsabilités. Si c'est un problème de capital, j'insiste, je le répète, il faut ouvrir les capitales. J'ai confiance au système managérial qui est mis à place. Ils sont là pour justement prévoir les choses. Ils peuvent ouvrir les capitales. Pourquoi pas même lancer un appel ou des actions à la diaspora ou aux investisseurs étrangers, mais au moins que les gens aient une bonne qualité, une eau qui va protéger la santé des gens, tout en payant un prix, bien sûr, en tenant compte du coût de la vie et de la situation du pays. Nous allons parler maintenant du Premier ministre. Le nom est connu, vous l'avez suivi. Nous allons décrire son portrait tout à l'heure, et nous avons tendu notre micro à cette population qui nous suit et ils nous ont parlé de ce Premier ministre. Deuxième condensé, mesdames et messieurs. Né à Paris le 4 août 1977, Sama Lukonde Kenge est un ingénieur de formation. Brillant étudiant, il est diplômé en chimie industrielle en 1996 à l'Institut technique de Mutoshi au Katanga, en 2000 en informatique technique de l'information en Afrique du Sud, ainsi que de l'Université de Lubumbashi en chimie option inorganique et métallurgie en 2006. Sa carrière professionnelle débute en Afrique du Sud à MultiChoice Africa, avant de rentrer au pays en 2001, où il évolue dans les secteurs miniers jusqu'en 2004 dans un projet de partenariat GECAMINE, EDINA et Triple K sur le site Kamwela, Luisha et Kabolela. Sama Lukonde est baigné dans la politique depuis son plus jeune âge, mais il s'engage formellement en 2003. En 2006, il entame son parcours comme député national jusqu'en 2011. Il entre au gouvernement central par nomination en 2015 en qualité de ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Quelque temps après, il a renoncé à ses multiples avantages en démissionnant du gouvernement central afin de défendre ses idéaux et convictions politiques dans le respect de la Constitution. Nommé directeur général à la GECAMINE par Félix Tshisekedi en 2019, aux côtés d'Albert Yuma, l'homme a autant de faits qui illustrent ses valeurs républicaines et sa loyauté envers son pays. Il est donc un des plus grands espoirs de la nouvelle génération et de la jeunesse congolaise. Marié et père de 3 enfants, Sama Lukonde est fils unique d'une famille de 8 enfants. Il est fils de Faustine Caputo et Stéphane Lukonde, tous deux déjà décédés. Le successeur de Sylvestre Ilunga Ilunkamba entre donc en fonction ce lundi 15 février 2021 après sa nomination par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il devra procéder à la formation du gouvernement qu'il doit chapeauter incessamment. C'est une nouvelle apparue contre toute attente de la population. Pendant que plus d'un Congolais attendait voir un gros poisson occuper ses postes, le président de la République a jeté son dévolu sur les DG de la GECAMINE, Sama Lukonde. Avant même ses prises de fonctions, les Congolais ont hâte de voir les nouveaux locataires de la primature trouver des solutions à leur desiderata. En tout cas, pour ma part, il y a ce sang qui coule chaque jour, à l'est du pays et en particulier. Ça devrait être la priorité des priorités. Une autre priorité, certes, c'est restaurer cette union nationale, ce sens, cet amour entre nous Congolais. Si aujourd'hui le Parlement est là, qu'on commence par l'accord de Mboudi, c'est un rappel à son Excellence Félix Tshisekedi. Donc, il a dit aux sénateurs et autres, aux députés, que vous allez commencer par l'accord de Mboudi. L'accord de Mboudi englobe le tout. On sait que dans l'accord de Mboudi, il y a beaucoup de choses que le peuple congolais attend. Jeune de 43 ans, la population congolaise attend de lui la promotion de la jeunesse qui se trouve dans une situation qui reste à désirer. L'autre chose là a relevé un défi
atalana liboso na jeunesse. Ça on a trois choses, on a éducation sociale, la jeunesse aussi. Parce que jeunesse c'est la souffrance makasi. Et je préfère aussi que le Premier ministre aussi puisse songer aussi aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont dans le chômage depuis qu'ils ont terminé les études. Il y a ceux qui ont déjà fait plus de 20 ans, il n'y a même pas de place là où travailler. Les successeurs de Sylvestre Ilunga Ilunkamba est désigné par le chef de l'État Félix Tshisekedi après plusieurs tractations au sein de l'Union sacrée. L'homme est le deuxième premier ministre du régime Tshisekedi. Il a occupé jadis les postes de ministre de sport sous les règnes de Joseph Kabila. Augustin Mukamba, aujourd'hui c'est le triomphe de la jeunesse. Né en 1977, donc 43 ans, c'est la jeunesse aujourd'hui qui gagne. Je commencerai d'abord par présenter mes félicitations et tendre la main au Premier ministre pour ces lourdes responsabilités. Pour certains, ils diront que c'est un honneur, mais c'est une responsabilité. J'en sais quelque chose. Pour votre introduction, madame, il y a un adage qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Ce n'est pas la personne de Jean-Michel Samalukonde, mais c'est les résultats. Comme l'a dit le chef de l'État, un leadership basé sur les résultats. Voyons-les dans son dynamisme, dans ses actions, et ne les voyons pas sur son âge, parce qu'il a déjà fait preuve, de par ce qu'il est, de par son âge, et il fait partie des générations jusque-là, que les Kinois peuvent dire « Maboko Pembe ». Mais aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup disent que l'âge a beaucoup joué lors de ce choix-là, parce qu'on a misé sur la jeunesse, et ça crée pas une sorte de polémique, mais quand même une sorte de guerre intergénérationnelle. C'est vrai, aujourd'hui, on a l'impression que les vieux ont échoué. Et Mabi Mouloumba d'ailleurs a réagi par rapport à ça, par rapport à l'âge, en disant que la jeunesse n'est pas, vraiment ça n'englobe pas tout, il faut les capacités comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, en tant que fils du pays, vous êtes conscient que les vieux, entre guillemets, ont échoué? Ils ont fait leur part. Okay. Et en matière de responsabilité d'État, c'est la continuité. Ce n'est pas la continuité comme une ligne droite, on peut rectifier, on peut en faire une rupture. Donc, ça ne sert à rien de créer un nouveau sujet de polémique sociétale, de guerre de génération, mais plutôt, il faut prôner les compétences, les savoirs, l'action et voir les résultats. C'est-à-dire, il faut rediriger le leadership, et comme il l'a dit, le chef de l'État, basé sur les résultats. Et en plus, je dirais que c'est le Premier ministre. Il ne peut pas tout faire. Le Premier ministre, en réalité, ce n'est qu'un coordonnateur. Ce n'est qu'un gestionnaire. La force viendra de son équipe. Ce n'est qu'un arbitre. Donc, c'est l'équipe qui va l'accompagner. C'est l'adhésion de la population dans l'action gouvernementale qui fera que le Congo gagne. D'ailleurs, il a dit l'équipe doit être réduite. Hein. Plus question d'avoir un gouvernement éléphantesque. Donc, on a d'autres priorités. Vous êtes pour ça aussi, la réduction de l'équipe gouvernementale? Nous avons la chance d'avoir une administration bien faite qui part de la rue jusqu'au sommet de l'État. Nous avons les gouvernements provinciaux. Nous avons, d'ailleurs, si je dois commencer par le bas, nous avons des municipalités, c'est d'accord? Nous avons des bourgmestres, nous avons des gouvernements provinciaux. Nous ne sommes pas en Suisse, hein? Nous sommes en RDC. Non, mais la théorie, madame... Quand vous parlez de l'administration, mais on connaît comment est notre administration aujourd'hui. On ne compte pas sur la Belgique a fait presque une année sans gouvernement, mais la Belgique était gérée parce qu'elle avait une administration forte. A-t-on une administration forte en RDC? Je vous dirais qu'il y a aussi, je les salue d'ailleurs, les gens comme Martin Mapaka, les gens comme Gisèle... la fille au pasteur, qui sont à l'administration en Belgique, en Belgique nous autres en Suisse. Donc, il faut éviter cette histoire, cette manière de voir que les modèles en Boganabiso. Non. Les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. Il n'y a pas de différence parce qu'eux sont blancs, parce que... Non, ils travaillent aussi. De la même manière, ils travaillent. D'ailleurs, c'est de la même sorte que
Nous avons été, nous avons appris et nous avons ramené l'expérience, l'expertise au pays. Donc, je suis pour qu'on puisse réduire effectivement l'équipe gouvernementale, parce que qui dit un grand gouvernement, c'est aussi les charges qui vont avec, ainsi de suite. On peut déjà gagner, on peut économiser, et cet argent peut être injecté sur d'autres projets. Tout à l'heure, nous avons parlé de la régie des eaux. Il y a les problèmes d'électricité, le délestage qui est devenu normal, alors que ça ne devait pas être normal. Il y a les routes, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on peut gagner en ayant une équipe réduite. Un autre sujet de polémique, c'est la femme. Il y a des ONG qui voulaient assez que le Premier ministre soit une femme. Bon, ce n'est pas le cas. Mais vous, en tant que quelqu'un qui habitait à l'extérieur, vous êtes en Suisse, nous connaissons comment les Européens aujourd'hui essayent de valoriser la femme. Vous pensez que la femme aujourd'hui doit jouer vraiment un rôle principal dans les actions ou dans les sphères décisionnelles de notre pays? Je pense que nous devons éviter de regarder la femme comme, entre guillemets, la femme au foyer. Non. La femme, c'est une tête. Elle est formée au même titre qu'un homme. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit la regarder comme femme. On doit regarder la compétence, l'apport. C'est que cette femme est en mesure de donner. Il ne faut pas la regarder comme une femme. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de l'égalité des chances. C'est-à-dire entre... Il a bien précisé, pas l'égalité des sexes, l'égalité des chances. Une grande nuance. Ouais, c'est comme ça qu'on parle maintenant en termes de l'égalité entre hommes et femmes. Il n'y a aucune raison que les femmes soient sous-estimées. À travail égal, salaire égal. À compétence égale, disons, fonction aussi égale. Donc, moi, je suis pour. Et d'ailleurs, vous-même, Madame Kimontou, je vous dirai, si vous ne le savez pas, vous êtes respectée à cause de votre travail. Alors que vous êtes aussi entouré de grands journalistes ici au pays et sur votre chaîne Congo Web. Mais pourquoi est-ce que vous êtes respecté? C'est à cause des compétences. Moi, ça ne me dérange pas question de voir une femme à la tête du gouvernement. On en avait une à la tête du Parlement. Le problème, c'est la compétence. Nous avons besoin, il faut être objectif et non subjectif. Voilà, nous allons aller maintenant au Congo profond. Nous allons parler un peu de ce qui s'est passé dans la Chopo, à la Chopo, dans l'ex-province orientale. Il y a eu des affrontements entre les FRDC et les miliciens là-bas. Et nous allons parler aussi de la situation de Bakata Katanga. Cette semaine, on s'est réveillé avec des mauvaises nouvelles à Lubumbashi. Toujours ces fameux Bakata Katanga. Nous allons parler tout à l'heure. Des tirs ont été entendus dans la commune de Makiso, en ville de Kisangani, dans la province de la Chopo ce vendredi. Selon les sources locales, il s'agit d'un échange de tirs entre les hommes armés et les militaires. Ces derniers ont pour ce faire été dépêchés pour désarmer et arrêter de miliciens Maïmaï, et ceux-ci ont répondu par des tirs. Selon Actualité.cd, qui a contacté les chargés des communications au cabinet du gouverneur, il s'agit au fait d'une symbiose entre miliciens et brigands, communément appelé Kuluna. Ils ont braqué quelqu'un sur la 2e avenue de la commune de Makiso. Alerté, une équipe de forces loyalistes a été déployée dans la zone pour les arrêter et les miliciens ont répliqué par des tirs. Selon une source locale, 2 miliciens et un policier seraient tués, un policier hospitalisé. D'autres miliciens se sont échappés dans la nature, mais la majorité d'entre eux sont aux arrêts, y compris leur chef. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont initié une opération pour délocaliser leur quartier général situé à quelques mètres du bureau du gouverneur. Hormis la 2e avenue dans la commune de Makiso qui était en alerte, la ville est restée calme et la population a vaqué librement à ses occupations. Les services de sécurité et les autorités sont donc mobilisés pour rétablir l'ordre dans la province de la Chopo. Vers 6 heures, la ville de Lubumbashi a été l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et le dépôt avancé de Kibat. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser 4 assaillants, en ont capturé 1. Après fouille à chaud,
4 armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont 2 PKM et 2 AK-47. Un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintsevere et ses environs, où les forces de défense sont à leur poursuite. En ce qui concerne le dépôt avancé de Kibati, une cinquantaine d'assaillants, habillés en t-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon alerté et avec ses troupes ont riposté, réussissant à neutraliser 3 assaillants et en capturant 4 détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillant, 5 capturés, 7 neutralisés, 4 armes récupérées, dont 2 PKM et 2 AK-47. Côté force loyaliste, 3 militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans, a été tué et 4 épouses militaires blessées. À l'heure qu'il est, la situation est totalement sous contrôle. Les corps des décédés sont gardés à la morgue et les blessés internés dans un centre hospitalier. Nous félicitons les FARDC, la police et les services de sécurité pour leur promptitude et professionnalisme qui ont permis à rétablir l'ordre public en temps record. Nous félicitons également la population et l'invitons à dénoncer auprès des services compétents toute personne ou tout mouvement suspect. Augustin Mukamba, vous habitez en Suisse. J'aimerais bien comprendre pourquoi chez eux c'est aussi calme. Moi, depuis que je suis né, j'ai jamais entendu un mouvement insurrectionnel en Suisse. Comment ils ont fait pour garder leur tranquillité, permettez la tautologie? Je ne l'ai jamais compris. C'est simplement la prise de conscience. Les Suisses savent que c'est leur pays d'abord. Et ils sont conscients de l'état de leur pays. Vous serez peut-être surpris. La Suisse, on les voit un pays riche, mais en réalité, ils n'ont rien. Ils n'ont que les sels et ils n'ont que la matière grise. Les Suisses savent que si ils ne se mettent pas au travail, s'ils ne gardent pas leur pays, s'ils ne s'attendent pas, personne ne viendra le faire à leur place et c'est eux qui paieront les prix. Nous qui sommes par exemple dans le milieu professionnel, et je fais partie de cette partie qu'on appelle les partenaires sociaux, vous trouverez qu'après la guerre mondiale, les Suisses se sont mis sur la table. D'une part, les patronats, de l'autre côté, les partenaires sociaux. Ils ont scellé un pacte qu'on appelle la paix sociale. La paix sociale veut que pour tout problème, pour toutes difficultés, qu'ils se mettent autour d'une table, qu'ils puissent dialoguer, quel que soit le temps que cela prendra. On ne peut pas aller à la grève, on ne peut pas se rebeller, mais on doit se parler et il y a des instances et des organes mis en place pour les suivis. Et partout, il y a ce qu'on appelle les accords, entre autres, par exemple, la convention collective de travail, les contrats de travail, les partenariats entre le privé et l'État. Tout est réglementé et tout est discuté. On discute, on finalise le document et tout le monde à la fin signe, s'engage à respecter le document. Et en cas de dérapage, on revient sur ce qu'on a signé. Et si on ne s'entend pas, ou s'il y a une situation nouvelle qui s'installe, on se met autour de la table pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer. C'est ce que devait être aussi le système ici au Congo. Les dialogues. On en a fait, hein, Augustin Mukamba, on en a fait des dialogues depuis 1960. Donc pour vous, ce sont des faux dialogues. Des faux dialogues, des dialogues à intérêt personnel. Il n'y a jamais eu au Congo des dialogues francs et pour l'intérêt de notre pays. Très souvent, les dialogues que nous avons eus, il y a les rapports qui sont sortis, nous lisons, nous les avons vus, c'est pour que je gagne quelque chose, ce n'est pas pour que le pays gagne, malheureusement. Le Bakata Katanga
au Katanga, c'est pas la première fois, c'est pas la première incursion, mais on a l'impression que ces Bakata Katanga ressortent quand il y a quelque chose qui doit se passer ou ils veulent faire de la surenchère politique par rapport à une situation donnée. Mais la vraie question est, qui est derrière ces Bakata? Je sais qu'en Europe, vous avez peut-être des news plus que nous, parce que vous avez l'Internet à moindre coût et tout, donc vous avez peut-être plus la chance de faire des recherches. Alors, qui est derrière les Bakata? Est-ce que vous avez une idée de savoir qui est la main noire derrière les Bakata Katanga? Je ne saurais pas accuser quelqu'un ici, mais je reviendrai sur les problèmes. Quand je traite les dossiers, j'ai l'habitude d'être objectif. Moi, je pense qu'un petit exemple, quand on est parent et qu'un enfant se conduit mal, l'essentiel, ce n'est pas de punir l'enfant. La sagesse veut qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui motive les comportements de l'enfant. Et je pense qu'au niveau étatique, aujourd'hui, au niveau des autorités administratives, surtout politiques, parce que malheureusement, chez nous, c'est la politique qui dirige, alors qu'ailleurs, c'est l'administration qui dirige. Il faut par moment écouter. Et moi, le peu de temps d'observation que j'ai suivi et que je suis de près la situation dans notre pays, dans ces jeunes, dans ces mouvements, il y a deux parties. Il y a d'une part ce qu'on appelle aujourd'hui le Koulouna qui crée aussi l'insécurité dans le pays. De l'autre côté, il y a aussi des milices telles que nous venons de les suivre. Qui s'engagent, oui, des milices. Ces milices, au départ, sont civiles. Où est-ce qu'ils trouvent les armes, les munitions qu'ils utilisent? Et vous verrez que malheureusement, ce sont des situations qui sont entretenues par le mieux placé. On commence à utiliser ces jeunes-là pour les intérêts personnels, faire pression si on veut faire passer quelque chose ou si on veut faire entendre sa voix, ce qui est malheureux. Alors que ce sont des gens nantis, quand des opérations comme ça se passent, les pertes de vie se passent dans des familles de ces jeunes-là, et ils ne sont même pas des fois récompensés. Et les parents n'ont que leurs yeux pour pleurer. Les familles n'ont que leur douleur dans le cœur. C'est vraiment malheureux. Donc, moi je pense que entre nos services de sécurité, surtout au niveau de la police, moi j'avais soutenu le projet de la police de la proximité. Il faut qu'il y ait complicité entre la police et la population. Il ne doit pas y avoir rivalité. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent en sécurité devant la police. Quand je parle de la sécurité, que les gens aient la facilité de venir donner des informations. En fait, il n'y a pas un meilleur service de renseignement au monde sans l'accord, sans la complicité de la population. Donc, il faut qu'il y ait aussi, par moment, des campagnes, des dialogues, des sensibilisations de la police face à la population. Et ça fera les ponts pour que la population se dévoile, se confie à la police et que la police comprenne aussi en utilisant la technicité ce qui se passe réellement, et c'est comme ça qu'on saura toutes ces différentes mains noires qui sont derrière ces situations. Si je comprends bien, pour résumer un peu votre idée, nous devons écouter de temps en temps les desiderata de cette portion de la population, qu'on le veuille ou pas, ils sont congolais. C'est peut-être une façon pour eux de s'exprimer, de vouloir faire passer un message. Donc c'est aux autorités de savoir un peu ce qu'ils veulent, pourquoi ils font ça, et peut-être qu'ils vont trouver une piste de communication comme en Suisse. De la même sorte, par exemple, la diaspora a été diabolisée à un moment donné quand on parle de combattants. Mais on ne se donne pas le temps de les écouter entre les lignes, de lire entre les lignes quel est le message qu'ils lancent. Bien que, voilà, il y a une partie qui va à l'extrême, que nous condamnons fermement aussi la violence, mais en tant que responsable, en tant qu'homme d'État, nous avons le devoir d'écouter quel est le message. Tous les sons des cloches. Quel est le message? Mais l'autre volet aussi, au niveau par exemple des jeunes Koulouna, c'est l'injustice sociale. Écoutez, moi je pense que si ces jeunes étaient occupés, s'ils avaient des occupations, partir en formation, nous avons par exemple le service national. Il y en a déjà qui sont partis une bonne partie. Mais le Congo est vaste, on en a besoin. Ça peut être un service illimité. Question qu'on puisse donner les moyens justement à ces services, que tous ces jeunes puissent trouver
une place. Quand ils sont occupés, ils n'auront pas le temps, ils ne seront pas utilisés. Vous savez, une personne qui fait rien est plus dangereuse qu'une bombe atomique. L'ennui crée le vice, comme on dit. Voilà. Exactement. Donc, il nous faut travailler là-dessus et en même temps aussi, pourquoi pas créer par exemple le service militaire obligatoire. Question aussi de gérer le flux de ceux qui finissent les études avant d'entrer dans le monde professionnel, dans le but de renforcer le patriotisme et d'avoir aussi connaissance. Parce que une personne qui expérimente une situation X ou Y et une personne qui vient comme ça là, sans expérience, n'ont pas les mêmes regards. Merci beaucoup. Donc, nous allons parler maintenant du dossier Chebeya. Ça refait surface, hein, mesdames et messieurs, ce dossier. D'ailleurs, au début du mois de mars, TV5, une chaîne que nous suivons ici, va balancer le film de Thierry Michel sur l'affaire Chebeya. Et nous allons parler de l'ex numéro 1 de l'ANER, Kalev, qui a été invité au parquet de la Gombe. Plus de détails. Les membres du commando eux-mêmes ont parlé. La vérité qu'ils nous ont donnée est tellement troublante que ça choque toute l'humanité. Paul Nsapou, vice-président de la FIDH, Maître Peter Ngomo, Maître Richard Bondo, sous la modération du président de l'Association congolaise d'accès à la justice, Georges Kapiamba, autour du collectif des avocats des victimes du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, ont exigé ce vendredi 12 février, à travers une conférence de presse, la reprise de l'ensemble du procès. D'après un de panélistes, leur démarche repose sur les nouvelles révélations obtenues grâce aux témoignages sur RFI des policiers Ergil Ilunga et Alain Kayeye. Maintenant, avec les déclarations de Ergil Ilunga et de Alain Kayeye, il y a beaucoup de faits nouveaux qui apparaissent. Et en droit, lorsqu'on se trouve devant les cas d'espèce, c'est la révision du procès qui doit être demandée, sollicitée par nous, aujourd'hui partie civile. Ça dit qu'on doit rappeler, même ceux qui avaient été acquittés là, qui doivent encore revenir. Chargés par ces nouvelles révélations, les généraux John Numbi, dont la plainte a été déposée notamment pour recel de malfaiteurs, mais également le général Djadjidja, accusé d'être complice dans l'affaire, devront répondre devant la haute cour militaire, conformément aux articles 100 et 120 du Code judiciaire militaire. C'est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire, en l'occurrence la haute cour militaire, parce que tout le monde qui est cité est justiciable de la haute cour militaire, à l'exception de M. Kabila, s'il est poursuivi pour ce dossier, c'est la cour constitutionnelle qui peut s'occuper de lui. 10 ans après les procès, des policiers ayant fui vers l'étranger, après avoir fait partie du commando de l'opération, avaient, à travers leurs témoignages sur RFI en début de semaine, mis en évidence les responsabilités des généraux John Numbi et Djadjidja dans les doubles meurtres de ces militants des droits de l'homme, à savoir Fidel Bazana et Floribert Chebeya. Après les dépôts de plusieurs plaintes contre lui, afin l'ancien DG de l'ANER Kalev Moutombe vient d'être invité au bureau de l'avocat général Kimbu Panzu. Kalev Moutombe, dont les plaintes se sont multipliées ces derniers temps, est donc prié de se présenter ce jeudi 18 février 2021 à 10h heure précise. L'objet de son invitation lui sera communiqué sur place, précise la correspondance de l'officier du ministère public. L'on se souviendra que Christopher Ngoy, Jean-Claude Mouyambo et plusieurs autres personnes avaient porté plainte contre Kalev Moutombe. Ils accusent à ces derniers de tentatives d'assassinat, d'enlèvement, de torture et d'empoisonnement pendant leur détention au cachot de l'ANER. Pour rappel, Kalev Moutombe fut administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANER de 2011 à 2019. Augustin Mukamba, nous avons suivi le dossier Chebeya qui a refait surface après l'enquête de Sonia Rollet de RFI. Et aujourd'hui, les ONG des droits de l'homme réclament la réouverture de ce dossier. Vous croyez que c'est une bonne chose, selon vous? Parce que si j'essaye d'extrapoler, si on doit remonter à l'autorité ou à la tête pensante, comme on l'a dit, de Vital Kamerhe, c'est le président de la République qui doit tomber, normalement, parce que c'est lui, comme on dit, c'est lui la tête pensante de cette affaire. Déjà, l'histoire de Chebeya, ce n'était ni Vital Kamerhe, ni le non, je fais une petite comparaison. Voilà. Petite comparaison.
En parlant de la tête pensante, comme on a dit de Vital Kamerhe, c'est lui le cerveau, voilà, donc c'est pas que c'est lui qui était dedans. Donc je fais une petite comparaison. On ne peut pas rester indifférent de cette situation. Je salue la mémoire de Chebea, un combattant de la liberté, des droits de l'homme. Qu'il disparaisse dans des conditions qui restent floues, je pense que ça serait une dette du pays face à ceux-là pour qui Chebea a milité. Ça serait une plaie, je dirais, non guérie pour que sa famille, mettez-vous à la place de sa femme, de ses enfants et de la suite. Par moments, si ça peut soulager, oui. Il faut qu'on sache la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est le seul élément de soulagement pour sa famille et pour les différentes familles ou les différents esprits pour lesquels finalement il a laissé passer sa vie. Kalev Moutombe, convoqué chez le procureur général, il a été le numéro 1 des services de sécurité de notre pays de 2011 à 2019, on a suivi. Mais moi j'aime réfléchir au-delà des apparences. Il a été quand même le numéro 1 de renseignement dans notre pays. Si on l'accuse de torture, d'empoisonnement, de tout ça, est-ce que, comment dire, ce n'est pas l'image de notre pays. Le service de renseignement reflète l'image de la RDC, en fait. Si on l'accuse de torture et tout, c'est que notre pays ne parvenait pas à humaniser ses services. C'est ça la question que je me pose. Est-ce que la faute retombe à Kalev qui le faisait ou à l'État qui permettait à ce qu'il le fasse? Est-ce que l'État ne savait-il pas que Kalev était en train de torturer, de tuer, tout ça, comme tout ce qu'on a dit? Est-ce que l'État n'était-il pas au courant? Madame, le chef de l'État. Je me pose cette question-là, j'essaie de réfléchir ainsi. Le chef de l'État, le président Tshisekedi. Non, à l'époque, c'est Kabila. Oui, ouais, merci. Je reviens avec vous. Je vous en prie. Je vais réfléchir exactement comme vous le faites. Donc, nous montons un peu plus haut. Exactement. Et je viens qu'on se mette au même diapason. Antoine Félix Tshisekedi, élu président de la République, une des premières décisions, je ferme. Et cachot de l'année. Voilà. On le sait. Une orientation, une vision. Aujourd'hui, si M. Kalev est poursuivi ou est mis en cause, il faut faire la part des choses, ce n'est pas seulement en tant qu'être humain, mais c'est en tant que patron des services de sécurité, de renseignement. Donc, il revenait à lui en tant que patron des services de mettre les choses à leur place pour que de telles situations ne se vivent pas. C'est dans ce sens-là. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Nous ne savons rien. On ne va pas dire que c'est M. Kalev qui a pris, je ne sais pas moi, les bâtons, l'arme ou quoi, tout ce qui a été utilisé pour finalement achever M. Chebea. Non, je ne saurais pas les dire. Je ne peux pas. Seule la justice les dira. Mais moi, je vois la présentation, l'accusation de ceux-là qui l'ont fait de M. Kalev, c'est en tant que patron des services. Donc cela doit nous interpeller. C'est là dédouane-t-il l'État congolais? Parce que quand de fois on parle des services, quand le service est assez coriace, on voit aussi ceux qui sont au-dessus. Je fais une étude comparative, vous êtes en Suisse, je ne sais pas si les services de renseignement suisses, vous ne les connaissez pas, mais quand vous prenez par exemple Poutine en Russie, on sait comment fonctionnent les services de sécurité, on sait comment... On sait que ça fonctionne, mais on ne les connaît pas non plus. On sait comment fonctionne les KGB. Le KGB, c'est pas... Il y a le KGB, il y a la CIA, il y a... On sait comment de fois, il y a des zones d'ombre aussi dans ces institutions. C'est pour cela que je me dis, est-ce que en livrant ainsi Kalev, est-ce que nous ne salissons pas, entre guillemets, je dis, l'image? Est-ce qu'on ne ternit pas aussi l'image de notre pays via les services? Parce qu'on le veuille ou pas, les services secrets
C'est l'image de votre pays. La CIA, c'est l'image des États-Unis. Le FBI, c'est l'image des États-Unis. Le KGB, c'est l'image de la Russie. La DST française, c'est l'image de la France. Je ne connais pas le... En Israël, c'est encore quoi? J'aime bien les comparaisons. Le Mossad, c'est l'image d'Israël. Donc, ce qui se passe au sein de la Mossad, ben, ça touche directement l'image d'Israël. Donc, c'est ce que je me pose comme question. Quand on attaque les numéros 1 des services de renseignement, on attaque aussi implicitement la RDC. J'essaie de réfléchir. Oui, en matière des services de renseignement, ça je vais vous le dire, déjà ils ont ce qu'on appelle une force discrétionnaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent, que ce soit la police, les FARDC ou tout ce qui est service, ils peuvent intervenir sans même des fois l'accord des juges. Exactement, même l'aval du président de la République. Même pas, s'il y a nécessité, ils ont le droit d'intervenir. Maintenant, c'est là où on appelle à la responsabilité. Dans ces services, partout vous avez cité, que ce soit en Russie, en Israël, en France, ce ne sont pas des enfants de cœur aussi, hein, ce ne sont pas des enfants de cœur, ils font aussi des histoires de foi, le droit de l'homme de foi sont mis entre parenthèses, même au sein de la CIA. Je le sais, je suis partenaire social, je suis militant. Hein. Exactement. Donc, quand il y a tâche, quand il y a quelque chose qui ne joue pas, la première des choses, c'est détacher les services. Il ne faut pas salir les services. Et même sur la scène politique, vous serez surpris. Je fais de la politique en Suisse, activement. S'il faut attaquer la police, tout le monde est d'accord qu'on n'attaque pas la police. On va parler avec la police, se renseigner. Parce que c'est comme si vous faisiez ce qu'on appelle l'autogol. Mais cela n'appuie pas que les services puissent se mécomporter face à ces obligations. Donc, les services ont l'obligation de s'auto-contrôler. C'est là où j'ai dit que les accusateurs, ceux qui ont mis en accusation M. Kalev, ce n'est pas l'ANER qu'ils accusent. Ils accusent la personne de M. Kalev en tant que patron, en tant que responsable des services. Peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas les fonds, ils peuvent soupçonner qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on dit, dysfonctionnement dans les services. Et quand il y a dysfonctionnement, la faute revient au chef de l'État. Est-ce qu'il a veillé? Est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que quand on vous donne de services de contre-espionnage pour savoir, par exemple, que Kalev torture ou fait ça, est-ce que M. Kabila, à l'époque, n'était-il pas au courant? C'est la grande question. Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. Et c'est là où je reviens pour dire que quand on est à de hautes responsabilités, tout à l'heure, quand je parlais de Jean-Michel Sana, j'ai dit pour que certains, c'était un honneur, mais pour nous autres qui savons ce qui se passe dans les palais, c'est la responsabilité. Donc, on n'est pas là que pour avoir l'impérium, mais il faut utiliser l'impérium en veillant, en se rassurant que les directives sont bel et bien suivies et exécutées selon les normes. C'est dans ce sens-là. Donc, on n'accuse pas nos services. Nous devons au contraire soutenir nos services. Tout à l'heure, je parlais de la collaboration qui doit exister entre la population et nos services de sécurité, que ce soit la police, que ce soit l'ANER, que ce soit, je ne sais pas moi, les FARDC. Mais il revient aux responsables de ces services d'être vraiment au service, hein, excusez-moi la tautologie, de leurs responsabilités. Parce que s'il y a dysfonctionnement, évidemment, ces genres d'accusations remonteront. Ça, c'est clair. Je sais, il a été numéro 1 de l'ANER, donc les renseignements. Il connaît beaucoup de choses, hein. On réfléchit vraiment. Il détient, je peux dire, si je vois l'image, j'essaie d'imaginer, des dossiers sur chacun, peut-être. Est-ce que c'est pas aussi pas trop malin pour nous de vouloir réveiller peut-être le chat qui dort? S'il est peut-être énervé, j'essaie de réfléchir, il peut balancer par exemple que Augustin Mukamba a volé 50 000, j'ai des preuves. Ou tel a fait ça, j'ai des preuves. Tout ça, est-ce qu'on ne peut pas d'une certaine façon protéger, entre guillemets, ceux qui détenaient l'impérium, comme vous dites, des secrets d'État, à un moment, à des postes clés, on ne peut pas les livrer comme ça à n'importe qui. Vous comprendrez, madame, de réfléchir. Quand on est homme d'État, et surtout quand on occupe de hautes fonctions, il n'y a pas que l'exécution de la mission qui vous est donnée, mais il y a aussi des responsabilités après la fonction, notamment les secrets d'État. Exactement. Donc, c'est dans la Constitution. On doit protéger les secrets d'État quand on a été en fonction pendant... C'est clair et net, c'est comme ça que ça marche dans ce service-là. Vous avez été aux affaires. Après les affaires, vous avez le devoir de vous taire. Et peut-être on aura besoin de vous pour l'expertise, afin de faire avancer les choses. Ça, c'est clair et net.
Non, il n'a pas le droit, par exemple, de balancer telle ou telle casserole, tel ou tel secret de telle ou telle affaire. Tout ce qui met en danger la vie de sécurité du pays, il n'a pas le droit, si pas le dire à qui de droit. Comme par exemple les juges. Ou le procureur général de la République. Okay. Mais dans le cas présent, c'est un sujet qui est clair et net. On ne demande pas qu'il vienne avec tous les dossiers de toutes les façons. Comme on dit, chacun a son placard quelque part. Normalement, dans les pays organisés, on connaît tout citoyen. Tout le monde, dès votre naissance. Je vous dirai une chose. Vous tombez dans une embuscade où on vous arrête par la police, où vous êtes soupçonné. Vous allez chez les juges. Vous serez surpris, par exemple, en Europe. On tape votre nom. Il y a tout votre parcours qui ressort. Depuis le jour où vous avez mis pied dans ces pays-là, tout ce que vous avez fait. Et cela compte aussi pour les juges de prendre une position pour vous. Entre guillemets, on appelle ça casier judiciaire. Je ferme la parenthèse. Donc, le responsable, M. Kalev, qui est convoqué aujourd'hui, il est convoqué pour un sujet précis. C'est la disparition de chez Béa. Pas nécessairement, c'était pas seulement chez Béa. Il y a eu... les noms ont été cités là, mais ça va me revenir. Mais il y a plusieurs... Christopher, il y a beaucoup de gens qui ont porté plainte. Ce n'est pas seulement l'affaire Chebeya. Justement, les gens en ont profité. C'est comme le dossier que nous avons apporté au chef de l'État de cette fameuse commission nationale pour la gestion et la prévention des conflits fonciers. On sait qu'il y aura des plaintes. Les gens vont en profiter. En fait, les langues vont se délier. Les gens viendront vous donner maintenant des informations. Alors, quand il y a eu cette... comment ça s'appelle ça, ces groupes des avocats, dont les bâtonniers Mouyambo, Christophe Moïse, quand ils ont ouvert la boîte à Pandore, tout ce qui s'est retrouvé dans ces dossiers-là, en ont profité pour justement savoir, poser des questions. Ils veulent savoir ce qui s'est passé réellement pour leurs êtres chers disparus. Voilà. Nous allons maintenant aller à la présidence de la République. Nous allons parler de la réunion entre le président de la République et le premier ministre belge, si je ne me trompe pas, Charles Michel. Il est premier Jean-Michel Samaloukonde. Ça, c'est le Belge. Le Belge, c'est Charles Michel, si je ne me trompe pas. Bon, entre lui et M. Charles Michel, il y a eu une petite réunion, je crois, en téléconférence, et l'adhésion de plus grands partis, un des plus grands partis de notre pays, un des plus vieux aussi partis, l'Abaco, au sein de l'Union sacrée. Depuis son investiture à la tête de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a échangé pour la première fois dans une réunion virtuelle avec les présidents du Conseil européen. Ces derniers a d'abord présenté ses chaleureuses félicitations au président en exercice de l'Union africaine. Ensuite, la coopération multilatérale et bilatérale a été au centre de leurs échanges. Sur le plan multilatéral, Félix Tshisekedi et Charles Michel ont plaidé pour le renforcement et la redynamisation des relations Afrique-Europe. Cette question sera le point focal du prochain sommet Union africaine-Union européenne, fixé soit en juin, soit en septembre 2021, au regard de l'évolution de la pandémie de la COVID-19. Mais aussi, sur le plan bilatéral, l'Union européenne va soutenir la RDC dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods et promet également son implication dans les grands projets du président congolais, tels que la gratuité de l'enseignement de base, la construction des barrages hydroélectriques, des infrastructures routières, ainsi que dans ses efforts de pacifier l'Est du pays. Enfin, le président Tshisekedi a fait part à son interlocuteur de la décision prise par les chefs africains. Sur la problématique de l'Union européenne à la fourniture de vaccins en Afrique. À ce sujet, lui et ses homologues africains ont validé le lancement du programme de vaccination contre la Covid dans les continents. Il est de noter qu'en tant qu'interlocuteur du continent africain auprès des institutions internationales, le président Tshisekedi prendra part à la prochaine réunion du G20. C'est un pari gagné pour l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement. Grâce à la médiation de Laurent Batumona, les délégations de la diaspora, les ministres honoraires, le député du Congo central et de Kinshasa, ainsi que certains hauts cadres de l'Alliance des bâtisseurs du Congo,
ont décidé de fumer le calumet de paix pour le bien-être du parti cher à Pierre-Anatole Matoussila. Parti qui regorge ceux qui sont considérés comme pères de l'indépendance, notamment Kassavubu et Gizenga. Mission accomplie avec succès par Laurent Batoumona, comme il l'a fait avec les Palus. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, organisée avec l'autorisation du patriarche Kitenge Yesu, au représentant du chef de l'État, le médiateur a tenu à faire la restitution de sa mission au cadre de l'ABACO et de MC. À cet effet, l'ABACO a décidé d'allonger la liste des alliés du parti au pouvoir. Le président de l'ABACO va ainsi recevoir demain des Élisée Bokoumouana, coordonnateur AI de FPAU, les insignes et symboles des alliés de l'UDPS. Anatole Matoussila a trouvé des mots justes pour s'exprimer. Au début, l'ABACO était divisé en petites tendances, bien qu'il y avait INEL qui était officiel. Mais quand la maison est divisée, quand des autres enfants de la maison se trouvent dehors, ça affaiblit un peu l'action du parti. C'est pour cela que l'honorable nous a aidés en réunifiant toutes les tendances de la partie. Donc, comme on dit chez nous, l'union fait la force. Maintenant, nous sommes unis. Nous allons tous regarder dans la même direction, donc vers la vision du chef de l'État, que tout le monde a accepté de soutenir. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait lever ces malentendus pour que les gens comprennent que l'ABACO n'a plus plusieurs tendances. L'ABACO est indivisible, soudé autour de son président général, dans le soutien de cette vision du président de la République. À cette occasion, le secrétaire général de l'ABACO a, à travers une déclaration, annoncé l'adhésion de l'ABACO à l'Union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Augustin Mukamba, vous avez suivi, petite rectificative, je crois que Charles Michel est maintenant dans l'Union européenne, il n'est plus Premier ministre belge si je ne me trompe pas, un petit lapsus. Quelle serait selon vous la touche de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine? Qu'est-ce qui va apporter de plus? Merci beaucoup. Dans une des émissions, je l'ai dit, il s'agit maintenant du savoir congolais. Ce n'est pas Antoine Tshisekedi, mais le savoir congolais à la tête de l'Afrique, de l'Union africaine. D'où la nécessité des Congolais autour de Félix-Antoine Tshisekedi pour l'épauler, parce que c'est le drapeau congolais qui flotte. Et sur votre question, aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi, donc la République démocratique du Congo qui le représente, reflète, c'est le miroir au fait de l'Afrique face à ses partenaires. Il est la RDC aujourd'hui presque l'interface de... C'est ça. C'est le miroir, c'est l'interface. C'est la porte d'entrée d'Afrique aujourd'hui, avec les mandats de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous m'excuserez de citer par exemple quelques chevronnés que je salue quand j'ai entendu leur nom dans les couloirs du chef, comme l'ambassadeur Mukongongai qui était en Suisse, qui est dans les panels. Quand nous attendons des noms comme Faustin Luanga, qui doivent accompagner les chefs de l'État justement dans l'échelle africaine. Donc, ce sont des personnes, des noms de poids, des personnes avec expertise et tous les autres qui sont dans ces panels. Vous saurez, madame, nous sommes en train de vivre un virage, je dirais, à plus de 160 degrés au niveau de l'économie mondiale. Il y a plusieurs sujets et l'économie va changer. Nous avons la digitalisation qui rentre en jeu, nous avons le Covid, nous avons le climat, tous ces éléments. L'Afrique doit jouer un rôle. C'est le moment pour l'Afrique de se positionner dans les concerts des grands, que l'Afrique cesse de jouer le rôle, je dirais, de subir, mais que l'Afrique devienne réellement partenaire. Raison pour laquelle Charles Michel, qui représente l'Union européenne, là il n'a pas conféré avec le chef de l'État comme Premier ministre belge, mais comme représentant de l'Union européenne pour voir comment est-ce que l'Afrique peut collaborer avec l'Union européenne face aux sujets qui ont été remontés. Là, ils ont parlé des vaccinations de Covid-19 qui est prioritaire. Mais moi, je vais ajouter encore, mettre la puce à l'oreille à ceux qui accompagnent le chef de l'État, la mer Méditerranéenne. Aujourd'hui, la question de l'immigration, c'est sérieux. Combien nous regardons, nous voyons tous les jours les gens qui meurent pour traverser
l'octroi des visas, ainsi de suite. Comment est-ce que les Africains sont vus de l'autre côté? Comment nous sommes vus? En Suisse, par exemple, moi j'aime bien, parce que j'ai lu quelque part, en tout cas, excusez-moi, moi j'aime beaucoup lire, qu'il y a des Suisses, une certaine catégorie des Suisses, qui combattent le métissage aujourd'hui. Puisqu'il y a aujourd'hui des mariages entre Noirs, Africains et Suisses mixtes, et ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de cette mixité en Suisse. Ils veulent garder la pureté de la race. J'ai lu ça quelque part, j'étais un peu choquée. Alors je veux savoir comment les Suisses voient-ils les Africains, en général? D'entrée de jeu, c'est leur opinion, c'est la démocratie. Ils sont libres de voir les choses comme ils veulent. Mais moi, j'en profite pour saluer la Suisse, le canton des Vaud et ma commune, Renan, où nous sommes la commune où il y a le plus grand nombre des étrangers en Suisse. Et nous prenons ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Nous vivons ensemble. Musulmans, chrétiens, athées, croyants, hommes, femmes, jeunes, nous vivons ensemble. C'est notre force. Dans les milieux où je suis et dans mon parti où j'évolue en Suisse et dans mon syndicat, Syndicom, que je salue, nous voyons l'immigration comme une chance. Une chance. Une chance à l'économie. Au fait, c'est la main-d'œuvre qui arrive, c'est les savoirs qui arrivent, qui fait tourner l'économie. Mais évidemment, il y a aussi l'autre partie de l'extrême droite qui voit l'immigration comme une danger, une charge. D'où nous autres, moi vous me cherchez en Suisse, vous allez dans les cantons des Vaud, vous allez dans la commune de Renan, on m'appelle Monsieur Intégration bilatérale. Je suis partisan de l'intégration bilatérale. Vous m'acceptez pour que je puisse m'intégrer. J'apporte ce que je connais, si ça peut faire du bien dans notre communauté, là où nous vivons. Et j'apprends de vous. L'expérience en est que l'expertise que je suis en train de partager ici, j'ai appris aussi de l'autre côté, que ce soit dans les milieux syndicaux ou dans les milieux politiques, que je viens aussi partager dans mon pays. Donc, c'est cet esprit-là qui doit nous animer. Nous sommes vus de deux manières, mais les gens sont libres de voir comme ils peuvent voir. Mais en tout cas, nous, de notre côté, nous avons défini l'immigration comme une chance. Mais cette immigration doit être aussi réglée, si vous voulez. Une immigration choisie, comme l'a dit une des autorités françaises. Non, l'immigration choisie. C'est une manière de dire l'immigration choisie. Non, quand on parle de l'immigration, elle est générale. Simplement que cette immigration, ces immigrants soient intégrés. L'intégration, c'est aussi le respect du pays d'accueil. C'est là le problème. Il faut respecter les lois. Quand on parle de l'intégration, vous êtes dans un pays où on parle anglais, vous devez parler anglais. Vous êtes dans un pays où les gens dorment à 22 h, où les gens ne klaxonnent pas après 22 h, ne les faites pas. Ne dérangez pas, comme vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas réveiller les lions qui dorment. Mais si vous entrez et que vous allez à l'encontre des lois des pays d'accueil, ça pose effectivement problème. On nous le reproche souvent. L'Abaco, dans l'Union sacrée, comme j'ai quelqu'un qui vit en Europe, j'aimerais bien poser la question. Comment vous percevez l'Union sacrée là-bas en Suisse? C'est une bonne chose, c'est une façon d'avoir la même vision et d'accompagner les chefs de l'État. Plus de sons discordants, plus d'opposition, tout le monde aide le chef de l'État et hop, on y va. Attention, il y a plusieurs manières de voir la scène politique. La première question que j'ai reçue des autorités suisses, des amis qui sont avec moi, qui sont au Parlement, qui sont dans les hautes fonctions, Augustin, est-ce que ça va? Il y a quand même l'opposition chez vous? Ils ont le droit de s'exprimer? Est-ce que les pouvoirs en place laissent le temps à l'opposition de s'exprimer? Ils écoutent? Parce que la conception que les Occidentaux ont de l'opposition, ce n'est pas la guerre, mais l'opposition doit être les garde-fous des promesses du pouvoir. Vous avez promis, vous avez dit et vous devez réaliser. En fait, on vous prend au mot. Exactement. Ce n'est pas un combat de boxe. C'est un peu dans ce sens-là. Aujourd'hui, parler de l'Union sacrée, le chef de l'État a lancé, si vous voulez, un appel. Les gens sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Mais chez nous, on diabolise ceux qui n'adhèrent pas. C'est ça le problème. Ceux qui n'adhèrent pas à l'Union sacrée sont contre le chef de l'État. Celui qui n'est pas avec nous est forcément contre nous. C'est ça la conception que nous avons ici. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En République démocratique. Je vous dirai en toute vérité. Moi qui suis venu avec ce projet de la Commission nationale
de gestion et de prévention des conflits fonciers. Suis-je membre de l'Union sacrée? Non. Suis-je membre de l'UDPS? Non. Je suis citoyen congolais. Je dis, le chef a besoin d'être soutenu. Il a besoin, dans ses responsabilités, il a besoin d'être aidé. Je n'ai pas regardé que je devrais d'abord être membre d'un parti politique pour pouvoir participer à la reconstruction de mon pays. Non. Nous devons mettre le patriotisme au-dessus de tout. De tout clivage ethnique, tribal, politique et tout. Tout ça, il faut mettre de côté, il faut voir le Congo. Il faut que le Congo avance. Ceux qui pensent qu'ils vont aider le chef de l'État dans l'Union sacrée, et que bien qu'ils entrent dans ces bateaux de l'Union sacrée, alors pour l'aider et non pour se repositionner. Et c'est aussi là qui pensent que nous n'avons pas de capacités politiques ou des capacités techniques à œuvrer, à porter notre pierre d'édifice au sein de l'Union sacrée. Nous l'apportons du côté sociétal, du côté de la société civile. Voilà notre apport. Et l'opposition, il joue son rôle. Vous avez quand même répondu à vos amis suisses que nous avons quand même l'opposition ici. Mais bien sûr, ils m'ont posé la question. Je dis, mais écoutez, il y a l'opposition qui existe et les pouvoirs qui existent. Et les relations, ça se passe comment? Chacun fait sa part. Exactement. Nous allons terminer par le social, mesdames et messieurs, comme nous avons commencé avec le social, nous terminons avec le social, nous allons parler un peu du cancer de l'utérus. C'est une maladie, je sais qu'en Europe, le cancer, c'est vraiment un des fléaux. Et chez nous, ça a pris aussi de l'ampleur, le cancer de l'utérus, du sein et tout ça. Je me demande si nos parents souffraient du cancer, je ne sais pas, mais ça a vraiment pris de l'ascenseur ces dernières années. Et nous allons terminer par la remise de dons par Moïse Katumbi au Katanga. Nous l'avons vécu, nous voulons aider. Tel est le leitmotiv des actions entreprises par la Fondation Ushaï. Ce jour, les membres de cette association ont sensibilisé les jeunes filles d'une église dans la commune de Makala. À l'issue de cette journée de sensibilisation, l'un des médecins explique ici les causes de cette maladie. Bon, le cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du corps, tout notre organisme est formé par ce qu'on appelle les cellules. Les cellules, en fait, représentent comme les briques. Si le corps était un mur ou une maison, les cellules, ce sont les briques qui composent notre corps. Alors, il y a parfois un groupe de cellules qui peut commencer à se multiplier sans s'arrêter. Parce que, d'après que notre croissance est régulée, il arrive que l'organisme est petit et doit grandir. Et à partir d'un certain âge, plus personne ne grandit. Et ça, c'est un phénomène qui commence au niveau de la cellule. La charge de communication de la Fondation Ushaï parle à son tour des objectifs poursuivis par sa structure. La Fondation a pour mission de renforcer les connaissances globales sur les mécanismes et le mécanisme de la maladie qui est le cancer, étant une maladie ignorée par tout le monde. Mais c'est résume aussi par 3 mots: accompagner, informer et aider. Ici est de noter que, selon l'OMS, chaque année, 266 000 femmes meurent du cancer du col de l'utérus dans le monde. Il avait promis, il vient de réaliser. C'est tout simplement Moïse Katumbi qui vient de prouver au Bani Idjoui qu'il n'est pas seulement le Moïse d'un seul coin du pays, mais le Moïse même de coin le plus reculé et oublié, comme cette île paradisiaque où naquit Anissé Kachamura. Sur ces, Moïse Katumbi a dépêché Larry Lumbi, fils de feu Pierre Lumbi, à cet hôpital de référence de Montvou, remettre une enveloppe destinée à la réfection de la toiture des locaux abritant cet hôpital. Dans son speech, l'émissaire de Katumbi rassure que ces derniers pensent toujours à Idjoui, mais la Covid-19 reste l'obstacle majeur qui bloque la réalisation de toutes les promesses faites. Pour le bénéficiaire, c'est vraiment une joie incommensurable de voir Katumbi réaliser sa promesse. Il invite par ailleurs le donateur à pouvoir se faire violence et revenir une fois de plus à Idjoui pour voir l'œuvre réalisée avec ses dons. Prenons la parole, l'abbé Kizito a quant à lui loué cette action combien salvatrice réalisée par le chairman Moïse Katumbi. Il note avec satisfaction que Moïse Katumbi est parmi les rares acteurs politiques qui réalisent des œuvres grandioses alors qu'ils sont à l'opposition. Il encourage le bienfaiteur et lui rassure de compter sur ses prières. Signalons par ailleurs que ces gestes de bienfaisance de Moïse Katumbi est d'abord une des réalisations de promesses faites aux insulaires d'Idjoui lors de son passage il y a quelques mois. Nous sommes en train d'atterrir, le cancer de l'utérus.
Est-ce que nos parents, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères souffraient vraiment du cancer? Je me pose cette question parce qu'il y a une explosion de cette maladie en Afrique et en République démocratique du Congo. Je ne comprends pas très bien. C'est dû à quoi tout ça? Simplement, il y a prise de conscience. Peut-être que ça existait. Les gens étaient ignorants de leur situation, de leur état. Ça passait. Maintenant que les gens... Vous savez, avec l'évolution, le management aujourd'hui, donc dans les ressources humaines plutôt, on a appris que plus le confort augmente, plus l'homme devient déstabilisé. Déstabilisant aussi, je dirais. Il y a, dans les temps, comme vous dites, de nos ancêtres et de nos arrière-grands-parents, la préoccupation c'était juste aller faire la chasse, prendre la bouffe, se construire sa tente et puis dormir, c'est bon, c'est fini. Mais avec le développement, l'évolution aujourd'hui, on achète des voitures, mais j'ai acheté une voiture, j'ai construit une grande maison, ça doit être sécurisé, j'ai peur, j'ai beaucoup d'argent, est-ce que tout le monde m'aime? Il y a beaucoup de choses qui évoluent. En fait, on commence à avoir peur, on prend conscience. Ah, j'ai beaucoup d'argent, j'ai peur de mourir aujourd'hui, je vais aller faire les examens de check-up. Les examens, les check-up. Madame Paulette, j'en connais. Une personne qui est entrée chez les médecins souriant et qui est sortie KO. Bien qu'après avoir refait les examens, on a trouvé qu'il n'y avait rien, mais jusqu'aujourd'hui, la personne est restée avec le doute que peut-être qu'on l'a simplement consolée. Donc, à un moment donné, quand on prend conscience, c'est ça. Mais néanmoins, nous devons aussi ne pas croiser les bras, prévenir. On a toujours dit, mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'il y a de ces maladies-là, il y a de ces maux qui nous rongent. Quand ils sont détectés avant, on a la possibilité de sauver. Mais quand arrivé, c'est trop tard. D'où moi je soutiens non seulement les formations que j'ai suivies qui a prise en charge de gratuité, mais il faut plutôt développer ce qu'on appelle la prévention. Il faut faire en sorte que la prévention soit pour tous. Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre la nourriture et le cancer? Bien sûr. Bien sûr, cette semaine, j'ai suivi encore une chercheuse congolaise, je n'ai pas retenu le nom, qui a mené des études, par exemple, sur les légumes. Les légumes que nous mangeons ici, les bitekoutekou, bourrés de pesticides. Alors que ceux qui vivent à l'étranger le savent, ils envient ceux qui viennent du pays parce que ça vient de la terre, ça pousse, nous avons des terres arables, comme on dit. Et fertile en tout cas. Voilà, fertile où on peut trouver des choses d'une manière naturelle. Du bio, comme on dit. Du bio. Ça constitue, c'est bon pour la santé. Mais quand on doit commencer à mettre des pesticides, ça devient comme un de nos enfants en Europe me disait, papa, c'est du biochimique. Ce n'est pas du bio. Donc, la nourriture, nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Et les OGM aussi, est-ce que ça... Mais bien sûr. Les OGM... La guerre des OGM, des grandes entreprises, je ne me permets pas de les citer parce que, voilà, ce sont des grosses machines. La guerre qu'il y a au pays, vous avez suivi, par exemple, on l'appelait comment les Français, Beauvais, hein, José Beauvais, qui a milité, ainsi de suite. Voilà. C'est pour dire que y a ces histoires-là, à long terme, aujourd'hui, ça nous donne la nourriture et en abondance, mais à long terme, ça nous bouffe le corps, la santé. Les femmes doivent obligatoirement se faire dépister. Hein. Non seulement les femmes, je pense que il nous faut... au cancer de l'humain. C'est les femmes. Hein. Oui, aujourd'hui, on parle de l'utérus pour les femmes, mais il y a aussi les cancers des seins. Oui. Il y a aussi la prostate pour les hommes. Il y a, comment ça s'appelle, le cancer de poumon. Il y a plusieurs types de cancer de sang, tous les tissus peuvent être touchés par le cancer. Alors, la force, aujourd'hui, l'espérance de vie en Europe est prolongée parce que maintenant nous sommes à, je crois, 85 ans pour les hommes et 90 ans pour les femmes, hein, l'espérance de vie. C'est grâce aussi à la médecine, à la politique de la prévention. Il faut développer la prévention. Je vous donnerai par exemple un exemple. Vous allez dans n'importe quel centre universitaire en Europe. Même si vous êtes entré pour une dent, aussitôt votre nom est rentré dans le système, c'est les centres qui vous contactent, qui vous proposent de contrôler la jambe, de contrôler l'oreille, de contrôler l'œil. Et c'est grâce à ce qu'on a découvert chez vous que finalement la recherche progresse.
Donc nous pouvons développer cela. C'est là où, dommage que je n'ai pas eu la chance de faire une émission scientifique ici pour donner des propositions pour lutter contre le chômage. Mais c'est comme ça que la recherche doit évoluer. C'est comme ça que les étudiants, non seulement travailler pour avoir les diplômes, mais doivent faire progresser la science. Comme nous sommes dans ce domaine-là, par rapport au vaccin, c'est vrai que le président de l'Union africaine, M. Félix Antoine Tshisekedi, a parlé de vaccins pour l'Afrique, mais beaucoup se disent que l'Afrique va servir de cobaye, les Africains vont servir de cobaye pour tester leurs vaccins. Pourquoi les Africains eux-mêmes ne parviennent pas à fabriquer leurs propres vaccins comme le font les autres? Ça coûte tellement cher, la fabrication de vaccins, c'est la recherche peut-être. On est incapable, nous, de créer ou de fabriquer nos propres vaccins. Tout à l'heure, je vous ai dit le rôle, le travail que doit mener maintenant le chef de l'État à la tête de l'Union européenne, c'est de remonter l'Afrique au niveau des partenariats avec le monde. C'est-à-dire que les Africains doivent prouver de quoi ils sont capables. Il faut éviter la politique de la chaise vide. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les laboratoires occidentaux, ils ont besoin de chercheurs. Vous allez par exemple en Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui a des accords bilatéraux avec l'Union européenne, tout en étant en Europe. Il y a des programmes comme on appelle, je crois, Sismos, le nom m'échappe, qui permet les échanges, qui favorise à ce que les étudiants suisses aient des échanges scientifiques avec les étudiants européens. Je me pose la question, nous avons des grands laboratoires scientifiques ici, l'UNIKIN, l'UNIKIS, l'INILU, pour ne pas citer toutes les universités. Est-ce qu'il y a un programme, il y a un centre? Nous avons des centres de recherche. Est-ce qu'il y a des programmes de collaboration avec les universités d'autres cieux? C'est la grande question. La question du vaccin aujourd'hui. Oui, on est tous êtres humains, mais nous n'avons pas les mêmes conditions de vie ni environnementales. Par exemple, ici il fait chaud. En Europe, il fait froid. L'hiver est là. Mais est-ce que ça se comporte de la même manière? Ces virus évoluent de la même manière dans la chaleur. Il y a des variantes aujourd'hui, on le sait, du Covid, il y a des variantes. Il y a des variantes. On est en train de développer. Maintenant, la porte n'est pas fermée. Quand vous allez aujourd'hui en Europe, il y a la guerre. Les laboratoires se battent pour obtenir les marchés. Chacun vient avec ses découvertes. Pourquoi pas les Africains? Et surtout encore, j'insiste, nos tradis praticiens. Nous avons les arbres, nous avons la forêt, nous avons les racines que les Occidentaux utilisent pour nous fabriquer les médicaments que nous prenons ici. Pourquoi on ne peut pas faire valoir nos connaissances et nos valeurs? Merci Augustin Mukamba, merci en tout cas d'être passé à la barre et je vous souhaite déjà un bon retour en Suisse. Merci beaucoup, je reste à la disposition du pays et j'attends encore, si c'est que le chef de l'État décide du non-retour pour la mise en place de cette commission, nous restons avec vous. Mais si ça doit traîner, je dois aller travailler parce que je défends aussi les Congolais à l'extérieur. Merci en tout cas Augustin Mukamba d'être passé à la barre. Merci à tous mes followers sur mes pages Facebook, Twitter, Link. Merci à vous pour votre gentillesse de me suivre. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Merci à Clovis Odinga qui a assuré en tout cas, pour la caméra, la prise de vue. Merci à Clovis Odinga, merci à Papi Mandeka à la régie finale. Et je souhaite présenter mes condoléances, pardon. Nous sommes tellement habitués aux vœux. Présenter mes condoléances à la famille Ndarabu. Ils ont perdu leur père, merci. Et que son âme repose en paix. Au revoir, Papa Ndarabu. On se retrouvera, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir. Inch'Allah.